je suis actuellement professeur de médecine d'urgence à Sorbonne Université et mon parcours professionnel en médecine d'urgence est un peu parallèle à la spécialité elle-même, puisque quand j'étais interne, il n'y avait pas de médecine d'urgence. Je rappelle aux plus jeunes que la garde aux urgences, c'était un interne de médecine de n'importe quelle spécialité, un interne de chirurgie de n'importe quelle spécialité. Et il faisait la garde d'urgence. On pouvait avoir un dermatologue et un urologue et il devait assurer l'ensemble de la prise en charge des malades. Ça, c'était dans les années 1980. Et il est vite apparu qu'il fallait structurer ces urgences. Et c'est l'hôpital qui a donné le là, puisque c'est à l'hôpital que sont apparus les services d'urgence au sein de chaque hôpital en France. Parallèlement, une société savante, une association professionnelle, une universitarisation se sont mis en place depuis et aboutissent aujourd'hui à une spécialité à part entière. Le début de cette collaboration est un peu à l'image de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ça fait partie un peu de l'histoire de la médecine d'urgence, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de traité de médecine d'urgence, puisque la spécialité n'existait pas. Et dès la création, disons, de la spécialité au sein de l'hôpital, en discutant notamment avec des anesthésistes réanimateurs, et en particulier Jean-Louis Pourriat, qui, lui, était introduit dans les comités éditoriaux de l'EMC, nous avons l'idée de mettre en place un traité de médecine d'urgence qui a accompagné l'apparition de cette spécialité. C'est avant tout un rôle d'animation. Alors, là encore, il s'agit d'une spécialité jeune. Les gens sont plutôt fougueux et généreux, donc ils ont besoin d'être structurés, et y compris, même si ça peut paraître un peu paradoxal pour l'EMC, il faut bien structurer l'organisation du traité. Et puis aussi, ça se base beaucoup sur la sollicitation d'un réseau. Et disons que mes différentes responsabilités au sein de la médecine d'urgence m'ont beaucoup aidé et m'aident encore disons, à solliciter des collaborateurs, puisque j'ai pu assumer différentes fonctions. En particulier, j'ai présidé la Société française de médecine d'urgence. J'ai été dans le bureau du Collège national universitaire de médecine d'urgence. C'est dans le bureau de SAMU Urgence de France, et actuellement, je préside le Conseil national professionnel de médecine d'urgence. Donc, ces fonctions, évidemment, me font rencontrer la plupart des urgentistes français, même francophones, me permettent de discuter avec eux et de connaître leurs topics et les domaines dans lesquels ils ont une appétence et une compétence, et de les solliciter pour la construction du traité. Le comité lui-même est composé de gens qui comptent, entre guillemets, pour la médecine d'urgence, qui ont une compétence, qui représentent tous les aspects de la médecine d'urgence, c'est-à-dire à la fois sa partie hospitalière, mais aussi sa partie préhospitalière. Encore une fois, la médecine d'urgence, c'est la prise en charge de malades, bien sûr, donc de pathologies, un peu comme dans toute spécialité, mais c'est aussi une part d'organisation. Donc, dans le comité éditorial, ces compétences par rapport à l'organisation et par rapport à la pathologie sont représentées. Et c'est comme ça qu'on a constitué, qu'on renouvelle les membres du comité. Alors d'abord, on communique très facilement les uns avec les autres tout au long de l'année, et puis de façon structurelle, on se réunit 1 à 2 fois par an pour faire l'inventaire de l'ensemble des éléments du traité et voir ce qu'il faut mettre à jour, ce qu'il faudra éventuellement rajouter. Si au départ on a une structuration très très complète et tout un travail par rapport à l'organisation du traité lui-même, on se réunit 1 fois par an et on discute à la fois des articles à renouveler, des nouveautés à mettre, des éléments à introduire, donc le tout en collaboration étroite avec Elsevier et en particulier Béatrice Castro. Pour construire la table des matières, tel qu'on l'a fait dès le départ, et puis en essayant d'améliorer les choses au fil du temps, il faut partir des caractéristiques de la médecine d'urgence. La médecine d'urgence, c'est une médecine qui est polyvalente, donc qui va toucher l'ensemble des secteurs de la médecine.
mais qui se situe sur la prise en charge des premières heures. L'infarctus du myocarde va être traité par des cardiologues, mais les premières heures, là où vous recevez le malade, là où vous allez le mettre en condition, là où vous allez l'amener chez le cardiologue, et bien tout ça, c'est spécifiquement de la médecine d'urgence. Autre caractéristique, on raisonne beaucoup par motif de recours plus que par pathologie, même si secondairement on va décliner des pathologies. Le motif de recours, c'est-à-dire le pourquoi le malade vient, est très important pour le raisonnement de l'urgentiste, puisque un malade n'arrive pas pour une embolie pulmonaire, il n'arrive pas pour un infarctus, il n'arrive pas pour une péritonite, mais il va arriver pour une douleur thoracique, pour un malaise ou pour une douleur abdominale. Et donc on a intégré ces motifs de recours dans notre traité. Ensuite, chaque chapitre va être décliné en fonction d'une notion qui est très importante au niveau des urgences, qui est la phase initiale, parfois préhospitalière, parfois hospitalière, mais qui commence par un tri de gravité, donc une notion de gravité initiale, d'appréciation de gravité, puis une démarche diagnostique, et puis une démarche de prise en charge thérapeutique. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'accumuler les pathologies, enfin de faire succéder les pathologies les unes après les autres, mais aussi de parler d'organisation, de parler de la traumatologie. La traumatologie a une place très importante pour la médecine d'urgence. Autrefois, la traumatologie a été prise en charge par les chirurgiens de garde, par l'interne, le fameux interne de garde dont je parlais tout à l'heure. Ils prenaient en charge la traumatologie. Ça, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, toute la traumatologie initiale est prise en charge par les urgentistes, donc ça fait une partie du traité. Il y a la pédiatrie, puisque je vous ai parlé de cette polyvalente, et ça également à l'enfant. Et puis, il y a des pathologies circonstancielles, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans de la pathologie pure, mais dans des pathologies induites par des circonstances, comme la noyade, les brûlures, les pendaisons, différentes circonstances qui sont, là encore, le motif de recours de cette médecine d'urgence. Je vous ai parlé assez longuement de la structure, enfin des spécificités de la médecine d'urgence. Eh bien, la table des matières en tient compte et donc est structurée essentiellement sur une première partie qui sera une partie de technique, parce qu'il y a de la technique dans la médecine d'urgence, les pathologies, la traumatologie, la pédiatrie, les pathologies circonstancielles et l'organisation au sein de la médecine d'urgence, c'est-à-dire l'organisation de la médecine d'urgence elle-même, mais aussi l'organisation par rapport à la veille sanitaire, par rapport à la qualité des soins, différents éléments d'organisation. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés à l'organisation, les situations sanitaires exceptionnelles, ce sont ces nouvelles pathologies, mais ces situations particulières qui sont liées soit à des virus émergents, donc avec une prise en charge spécifique, soit avec du bioterrorisme, soit avec des risques nucléaires, biologiques ou chimiques. Donc ça, c'est vraiment très particulier et c'est évidemment intégré dans notre traité. Et puis, c'est une évolution aussi des techniques. Je vous parlais de techniques qui sont, je dirais, très classiques, comme les drainages, comme les immobilisations en termes de traumatologie, mais c'est aussi l'intégration, et c'est une des spécificités des dernières années, de l'échographie au sein de chaque chapitre envisagé. Donc, toutes les pathologies aujourd'hui traitées dans ce cadre de la médecine d'urgence intègrent au niveau de l'EMC, les données de l'échographie qui sont utiles pour l'urgentiste. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'échographie générale, mais de l'échographie par l'urgentiste pour l'urgentiste dans sa prise en charge. Ces points forts, ils sont liés aux différents types d'utilisation qu'on peut faire de l'EMC. En 3 catégories. Il y a la première catégorie, qui est un peu l'essence même et qui est inclus même dans le nom EMC, encyclopédie médico-chirurgicale, c'est qu'on a son caractère très complet, très encyclopédique, très exhaustif. Donc chaque chapitre qui est abordé de façon très approfondie. Ça, c'est une première caractéristique qu'on retrouve dans aucun autre traité. La deuxième caractéristique, c'est le renouvellement au fil du temps des données. Quand vous avez un traité, un textbook
une spécialité, textbook, il est figé pendant les 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, tous les ans, il y a un renouvellement qui est propre, alors qui n'est pas propre à la médecine d'urgence, mais qui est propre à l'EMC et qui est tout à fait intéressant. Le deuxième aspect, c'est un aspect, alors je dirais presque à l'opposé, qui est un aspect très pratique. La publication d'intégration de tableaux, d'algorithmes décisionnels et autres, c'est quelque chose que l'on peut consulter de façon immédiate et donc appliquer, je dirais, dans le cadre de son activité journalière. Il y a un troisième niveau, qui est plus spécifique de l'enseignant, comme je suis, qui est le support que représente l'EMC et le traité de l'EMC médecine d'urgence pour enseigner. Alors, l'enseignement, c'est pas forcément un enseignement universitaire, hein, c'est un enseignement que chacun peut faire au sein de sa structure d'urgence, au sein de son service. Et l'EMC, là, est un élément extrêmement riche pour justement nourrir cet enseignement de cette spécialité jeune. Toute personne qui s'intéresse à la médecine d'urgence, ça peut être l'interne dans sa pratique quotidienne et dans sa volonté d'apprendre, ça peut être les encadrants et les seniors pour organiser des enseignements au sein de leur service et actualiser leurs connaissances sur une pathologie donnée, puis ça peut être l'universitaire pour construire un cours de médecine d'urgence. Sachant que à la fois, chaque chapitre est à la fois très complet et à la fois très didactique. Donc, c'est les deux caractéristiques très intéressantes. Je pense que c'est ce qui fait aussi son succès. La numérisation du traité, c'est quelque chose, c'est un apport évident, et je vais revenir dessus. Moi, des gens comme moi restent très attachés au papier, mais moi, je sens bien que l'utilisation à fond d'un outil comme le MC bénéficier totalement de la numérisation. Pourquoi? Parce que dans tout l'aspect que j'avais évoqué sur l'aspect pratique, l'utilisation concrète et immédiate, l'extraction sur un support numérique d'un tableau, d'un algorithme, se fait beaucoup plus facilement qu'aller rechercher dans son encyclopédie la bonne page avec le bon schéma. Donc cette numérisation apporte à ce niveau-là un apport tout à fait considérable. Il est d'autant plus que maintenant il est intégré sur Clinical Key-Now et donc permet, en allant sur cette plateforme, de pouvoir bénéficier de l'ensemble des données du traité et donc utilisation là aussi très immédiate, très concrète, soit auprès du malade, soit pour construire un cours avec en plus une iconographie et des schémas qui sont très très riches pour ce type d'enseignement. En termes de fond, l'évolution la plus récente et la plus structurante pour le traité, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intégration de l'échographie, chaque élément. Il faut bien comprendre qu'il y a 15 ans, l'échographie, elle naissait complètement. Elle n'apparaissait pas du tout comme un élément structurant de la démarche diagnostique. Et là, depuis une dizaine d'années, c'est une émergence vraiment très très forte de l'échographie. Et donc, très naturellement, sous l'impulsion du comité éditorial, on a fait intégrer la dimension d'échographie dans chacun des chapitres qui sont soit remis à jour, soit traités nouvellement. Deuxième aspect, c'est l'intégration de la phase préhospitalière du SAMU, des effecteurs comme le SPUR, c'est-à-dire l'ambulance avec un médecin, une infirmière qui va prendre en charge le malade. Cet aspect-là est traité dans nos chapitres. Je dirais le troisième élément très, très important aujourd'hui pour la médecine d'urgence, ce sont la prise en charge des situations sanitaires exceptionnelles. Ces situations sanitaires exceptionnelles, elles sont devenues une partie très importante de la médecine d'urgence aujourd'hui. C'est que le Covid est passé par là. C'est pas ce qu'on avait anticipé forcément, mais c'est passé par là et il y a une prise en charge spécifique, à la fois en termes de pathologie, mais aussi en termes d'organisation de l'hôpital. Comment s'organisent des urgences par rapport à ce type d'afflux? Comment ils se réorganisent? Et tout ça est pris en compte dans le traité. L'autre situation exceptionnelle, c'est le bioterrorisme. Et là aussi, on retombe dans une actualité douloureuse, mais bien réelle.
Et à cet égard, je vais me permettre une anecdote qui n'est qu'une anecdote parce que c'est vraiment un hasard de la chronologie. Et je peux vous signaler que euh, la spécialité de médecine d'urgence, c'est-à-dire la création du DES de médecine d'urgence, est parue au JO, au journal officiel, donc le 13 novembre 2015. Et qu'est-ce que c'est que le 13 novembre 2015? Le soir, c'est les attentats de Paris et le Bataclan. C'est qu'une coïncidence, bien sûr, mais je trouve que ça prend un poids et un poids symbolique sur cet aspect moderne, nouveau des prises en charge de la médecine d'urgence, et puis sa création, c'est-à-dire sa nécessité. Et je dirais que tout ce traité de l'EMC, il s'intègre dans cette histoire d'une spécialité nouvelle, une structuration dans tous ses aspects, universitaires, savants, hospitaliers, et il a toute sa place, et c'est une histoire tout à fait passionnante. À la fois passionnante en tant que médecine d'urgence, mais aussi pour, au niveau du traité, je trouve que ça a été une histoire d'une vingtaine d'années tout à fait passionnante et enthousiasmante par rapport à ça.